Vous avez compris qu'il y avait une délégation bordelaise qui était avec nous aujourd'hui, on les remercie. Et il y avait la présidente de Bordeaux Métropole qui devait venir ce matin. Elle s'est excusée, mais elle nous a quand même envoyé une petite vidéo. On va commencer par elle, c'est Christine Bost. Nous avons fait le même constat que vous, et d'ailleurs je suis très heureuse que cette collaboration entre ces deux D puisse se faire. La crise sanitaire a mis en lumière une souffrance silencieuse chez les jeunes, mais également dans l'ensemble de la population, où les gens ont été de plus en plus confrontés à l'isolement, au stress et parfois à la perte de repères. Il y a également les sources d'addiction qui se sont multipliées et qui ont eu des effets puissants sur la santé mentale. La santé mentale est ainsi devenue un véritable enjeu de santé, mais c'est pourtant le parent pauvre des politiques de santé de l'État, et qui est pour autant sa responsabilité directe. Et face à cette réalité, nous avons le devoir d'agir. Nous nous sommes saisis de cette priorité dans le cadre de notre contrat local de santé, avec des démarches participatives auprès des citoyens. Parce qu'il y a un véritable enjeu d'accès aux soins, de lutte contre les inégalités et surtout de libérer la parole. La santé mentale, notamment celle des jeunes, ne doit plus être un sujet tabou. C'est un pilier essentiel de notre cohésion sociale. Et on voit d'ailleurs les différentes publications qui se font jour ces dernières semaines, ces derniers mois, qui contribuent considérablement à faire un effet levier et à vulgariser aussi les enjeux de santé mentale. Eh bien, tout comme à Nantes, j'ai souhaité saisir le Conseil de développement durable pour qu'il organise un débat sur la santé mentale. Ce sujet nous concerne toutes et tous. Plus d'un Français sur deux exprime une souffrance ou a exprimé une souffrance dans les 10 derniers mois. Quand je vois que près de 400 personnes viennent assister à une présentation de solutions que nous avons organisée dernièrement dans le cadre d'une pièce de théâtre ou d'un ciné-débat sur la santé mentale, cela confirme véritablement qu'il y a un angle mort, qu'il y a une attente et que le Conseil de développement durable est le bon acteur pour mettre du lien dans tout cela. Une autre dimension concrète que le débat avec le Conseil de développement durable permet, c'est d'identifier des priorités et des manques. La question des aidants est fortement montée en charge, avec par exemple les difficultés administratives, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, comme remplir un dossier MDPH ou discuter avec sa banque, lever un prêt quand on a une pathologie mentale, c'est une complexité supplémentaire. Le C2D va aussi poursuivre ce débat auprès de nos services pour trouver des marges d'action dans nos propres politiques métropolitaines. Il y a naturellement des approfondissements à faire en matière d'urbanisme, pour un urbanisme favorable à la santé mentale. Je sais qu'à Nantes Métropole, vous avez déjà avancé sur cette question du lien entre santé mentale et ville. Et nous sommes très intéressés pour poursuivre et travailler avec vous et nous inspirer des travaux que vous avez menés. Il y a aussi le sujet du numérique qui monte fortement ici, sur l'ensemble du territoire. Mais à Bordeaux Métropole, nous avons saisi cette question, qui est une question politique à laquelle nous voulons concéder un investissement fort et un travail assez approfondi. L'emploi est aussi un sujet que je souhaite investiguer et sur lequel la métropole peut avoir des leviers parce que c'est aussi dans sa compétence. Donc nous serons concrets pour répondre aux besoins des femmes et des hommes de notre territoire qui sont des personnes qui sont touchées par ces problématiques de santé mentale et qui entraînent une certaine forme de vulnérabilité sur laquelle nous voulons travailler. C'est le sens
de notre action publique, travailler sur les vulnérabilités des hommes et des femmes et du territoire. Martine Auger, j'ai envie de commencer par vous pour rebondir sur cette vidéo. Il y a des choses qui ont été abordées, beaucoup de choses qui ont été abordées ce matin, on va y revenir, mais sur ce qu'a dit Christine Bost, ville et santé mentale, numérique et santé mentale, je pense qu'il y a des choses qui doivent résonner par rapport à ce que vous vivez vous, au quotidien. Oui, alors bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Déjà par rapport à ce que la présidente de Bordeaux Métropole vient d'évoquer, on a des constats partagés en fait, que ce soit sur Nantes ou Bordeaux, et qui me font dire que les constats qu'on peut avoir sur la santé mentale, ils sont partagés partout sur le territoire, que ce soit vis-à-vis de la carence de l'État dont on a parlé tout à l'heure avec les effectifs en pédopsie, notamment en Loire-Atlantique, que ce soit sur la diminution des inégalités sociales et territoriales, qui est un vrai enjeu, de réponse aussi. Et puis ensuite, effectivement, il y a des choses qui correspondent, mais on a les mêmes compétences sur les métropoles et en termes d'aménagement de l'espace sur toutes les problématiques de santé. On sait que la santé, je parle de santé globale avant d'arriver sur la santé mentale, mais les déterminants de santé, il y a 65 ou 70% qui sont liés aux conditions de vie et à l'environnement dans lequel on évolue. Et du coup, les compétences des métropoles sont beaucoup liées aux conditions de vie et à l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit l'urbanisme favorable à la santé, l'aménagement du territoire, les mobilités douces, etc., etc. Et donc c'est à travers ces compétences-là, nous, que les collectivités, nous pouvons intervenir, et je reprends les mots de la présidente tout à l'heure, en matière de prévention et d'éducation à la santé. Et le fait de privilégier ces espaces-là de façon globale intervient aussi dans des conditions qui peuvent favoriser la santé mentale des habitants, quel que soit leur âge d'ailleurs, en fonction des espaces publics, quel que soit leur âge. Donc voilà, sur le numérique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais sur le numérique, c'est une problématique qui est partagée par tous, mais notamment par des parents qui sont aujourd'hui démunis, désemparés, stressés par rapport à l'usage des écrans qui sont faits par leurs enfants. Et malgré tout, il y a aussi un côté positif à ces réseaux. Il ne faut pas voir que le négatif. Il y a aussi quelques côtés vertueux dans le numérique. Mais en fait, il faut savoir le contrôler et contrôler l'utilisation du numérique à un âge où déjà c'est difficile, sans même parler du numérique, de contrôler des ados. Donc voilà, c'est un sujet, encore une fois, qui est partagé par toutes les métropoles, en fait. Tout à fait. Merci. On a la chance d'avoir un psychiatre aussi avec nous, qui est en plus enseignant, qui côtoie donc c'est allumé normalement, qui côtoie des futurs psychiatres, ou pas. On en est où au niveau de la psychiatrie? C'est quoi les défis aujourd'hui au niveau de la psychiatrie? Et quand on entend effectivement la grande cause nationale et le plan d'action qui veut être mis en œuvre avec 600, je crois, et l'annonce de 700 internes recrutés en 2027. Vous qui vivez ça sur le terrain, vous voyez quoi? Vous constatez quoi? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer de répondre de manière structurée. Si on parle des difficultés actuelles, donc il y en a beaucoup qui ont déjà été citées dans la première heure, mais bon, je vais revenir sur certaines ou insister sur certains points. Il y a un problème d'attractivité de la psychiatrie, de cette spécialité médicale, qui entraîne une pénurie de soignants actuellement, à la fois médecins, infirmiers, psychologues également. Alors, c'est aussi en lien avec une démographie des psychiatres qui est en baisse. Il y a une diminution du nombre de psychiatres depuis 2016, parce que c'est une profession qui est en train de vieillir, et puis il y a un défaut de renouvellement des générations de psychiatres. Ça entraîne sur le terrain un épuisement des personnes qui sont encore en poste, une perte de sens, une fuite du secteur public vers le secteur privé, vers le libéral, une saturation des dispositifs, donc ça on a déjà beaucoup évoqué, mais par exemple sur certains centres médico-psychologiques qui sont les lieux de premier accueil, on a parfois des délais qui sont de l'ordre de 1 à 2 ans, avec
des effets de triage ou de sélection des patients. C'est ce que mentionnait tout à l'heure Johanna Roland, avec ces patients qui se présentent aux urgences et qui auraient besoin soit d'une hospitalisation, soit d'un rendez-vous sur un centre médico-psychologique assez rapidement et qu'on va devoir renvoyer à domicile sans pouvoir leur proposer une solution adaptée. Ça, c'est une réalité qu'on vit et qui est très difficile, très douloureuse pour nous, mais on n'a pas d'autre choix. Cette pénurie de soignants, elle entraîne aussi une fermeture de structures. Je pense à l'hôpital Epsilon qui se trouve à Blain et qui a vu se fermer un très grand nombre d'unités d'admission. Il y a aussi faute de soignants. Faute de soignants, faute de psychiatres notamment. Il y a un effet de seuil, à partir d'un certain nombre de personnels absents, ça devient de plus en plus dur pour les personnels qui sont encore en poste de rester. Il y a également un frein à l'accès, qui n'est pas uniquement sur l'accès au dispositif, mais qui est financier. Je pense notamment à tout ce qui est accès aux psychothérapies. Un autre enjeu qui n'a pas encore été évoqué ce matin, mais c'est celui de la pénurie des médicaments. C'est quelque chose qui est en train de monter depuis 5 ou 6 ans, pas uniquement en psychiatrie, mais là on a quand même plusieurs médicaments de première ligne qui sont vraiment très importants dans la prise en charge des patients, qui sont en pénurie ou qui sont difficilement accessibles. Ça entraîne des ruptures dans les prises en charge avec des dégâts importants. Alors je ne voudrais pas uniquement faire la liste des malheurs. On a un système de soins qui est globalement de très grande qualité. On a des personnels soignants qui sont de grande qualité, qui sont très bien formés. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut réussir à préserver. Alors sur les enjeux de demain, donc là je vous ai parlé des enjeux d'aujourd'hui. Les enjeux de demain, donc j'ai fait un petit exercice de projection, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de transformations actuelles qui pourraient avoir un impact sur la santé mentale. On a parlé du réchauffement climatique avec l'éco-anxiété. Moi, je vois aussi l'augmentation du nombre d'événements climatiques exceptionnels. Aujourd'hui, il y a une situation de canicule. Ça a un impact sur la santé mentale. Il y a aussi toutes ces inondations qui se répètent dans les Hauts-de-France l'an dernier, dans la région de Redon, il n'y a pas si longtemps. Et ça aussi, quand on voit sa maison inondée pendant plusieurs semaines, ça laisse des traces au niveau de la santé mentale. Je vois aussi l'instabilité géopolitique qui va entraîner des difficultés pour les gens à se projeter, les transformations induites par le numérique, par l'intelligence artificielle, dont aujourd'hui, je trouve qu'on mesure mal les effets, et puis les grandes orientations politiques, avec la montée de discours stigmatisants ou sécuritaires sur la santé mentale. Voilà, tous ces enjeux-là qui me semblaient importants. Il y a un point que vous n'avez pas précisé, c'est pourquoi ça n'attire pas les jeunes, cette spécialité de psychiatrie. Vous le sentez, ça, ou pas ? Alors, il y a un enjeu, je pense que c'est multifactoriel, mais c'est vrai que c'est l'une des spécialités, et ça va peut-être me laisser la possibilité de rebondir sur le plan santé mentale annoncé par le gouvernement, qui propose d'augmenter de 500 à 600 le nombre d'internes en psychiatrie, et donc de futurs psychiatres formés chaque année. Le problème étant déjà qu'il y a 500 postes actuellement qui ne sont pas tous pourvus. Donc, par exemple, là, je vois une difficulté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réussir à motiver 100 internes supplémentaires à choisir cette spécialité. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas choisie ou attractive ? Je pense qu'il y a les conditions d'exercice qui font que c'est un peu compliqué de s'y projeter aujourd'hui. Il y a peut-être aussi des aspects, des enjeux financiers, parce qu'on voit que les spécialités qui sont choisies parmi les premières à l'issue du concours de l'internat, ce sont des spécialités qui sont très rémunératrices, par exemple l'ophtalmologie, la radiologie ou la cardiologie. Et je pense que ça, c'est un sujet. Merci beaucoup. Anne Congar, on a un psychiatre, on a une psychologue. C'est toujours intéressant puisqu'on est sur des générations en dialogue, mais aussi des compétences en dialogue. Vous disiez tout à l'heure que la psychologie, ça a 100 ans, ok, et vous faites de la recherche. Qu'est-ce que la recherche peut apporter ? Comment est-ce qu'elle peut contribuer à la santé mentale des Français ? Comment ça s'articule, ces différentes compétences autour de la santé mentale ? Alors déjà, on est favorable à des équipes pluridisciplinaires, parce que c'est hyper important. Ça se développe de plus en plus. Et puis d'être soudés et d'être complémentaires sur certains aspects. Pardon.
sur certains aspects, donc il faut être soudés et complémentaires, y compris avec des éducateurs, etc. Donc il faut qu'on arrive à bien travailler ensemble, justement pour se renforcer ensemble mutuellement. Donc ça, c'est très important. Nous, au niveau du laboratoire, on réalise un certain nombre de recherches, notamment sur l'éco-anxiété et puis les interventions possibles dans ce cadre. Et puis, on travaille aussi sur une grosse étude nationale sur la Children Words, hein, où effectivement, au niveau national, on va travailler sur ces points. On est sur l'anxiété, dépression, mais ça depuis un certain nombre d'années. Et puis, les enjeux environnementaux sont majeurs. Hein, l'étude des enjeux environnementaux, notamment les risques, et notamment, certains de nos chercheurs travaillent sur l'île Dieu, par exemple, hein, avec la montée des eaux qui est envisagée dans cet endroit-là, et qui va nous amener à repenser nos lieux d'habitat, etc. Il y a aussi des chercheurs qui travaillent à repenser nos lieux d'habitat à Nantes, par exemple, pour mieux être, un meilleur bien-être, etc. Donc, un certain nombre de travaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, si vous avez répondu à la question qui était comment on fait avancer, comment avance la recherche psychologique, qu'est-ce que ça peut apporter à la santé mentale par des études. Voilà, donc beaucoup d'études. On est vraiment dans une période où on a la recherche de preuves, donc créer, fabriquer de nouvelles interventions et puis voir si ça fonctionne bien, comment ça fonctionne, pour qui ça fonctionne, former des personnels pour dire, dans tel cadre, dans telle intervention, ça fonctionne de telle manière. On est en train de préciser comment les différentes interventions qu'on a développées depuis une trentaine d'années peuvent s'adapter à un trouble et pas forcément à un autre. Et vous me disiez pendant cette préparation là, de cette table ronde que vous aviez un petit message à faire passer, que quand on fait des études, on a besoin de j'allais dire cobaye, le mot n'est pas bien choisi, mais on a besoin de gens qui répondent à ces études. Donc on cherche toujours des personnes pour répondre. Et chaque citoyen là, a un petit rôle à jouer. Voilà, chaque citoyen. Donc vous pouvez aller sur le site internet de notre laboratoire, vous pouvez cliquer pour répondre à un certain nombre de questions, mais on cherche aussi des gens pour venir dans notre laboratoire, travailler avec nous. Hein. Par exemple, Mohamed Alhaj, qui est là ici, il cherche des participants pour travailler sur la mémoire autobiographique dans le vieillissement. Donc on cherche toujours des personnes, certains appellent cobayes ou etc., hein, qui viennent aussi dans nos laboratoires et puis qui nous permettent d'avancer aussi dans la recherche. C'est très important. Peut-être qu'il y avait une question aussi sur... on a une impression de la psychologie, voilà, on s'assoit sur un divan et puis on parle de sa vie, etc. Hein, de la psychiatrie aussi d'ailleurs. Actuellement, on est vraiment dans des recherches aussi où on va utiliser les nouvelles technologies. Et là, c'est pas sur l'aspect négatif, peut-être, c'est sur l'aspect positif. Hein. L'intelligence artificielle semble être porteur pour les échanges, l'accompagnement, etc., pour nos métiers, sans nous enlever du travail. Et puis aussi la réalité virtuelle, hein, avec ces casques de réalité virtuelle qui peuvent aussi permettre d'aider certains patients à traverser des épisodes difficiles. Ça ne se fait pas sans des personnels, mais ça peut être aussi des applications qui vont servir les adolescents, qui vont aider les personnes vieillissantes à mieux s'adapter et puis développer ses ressources, qu'elles soient cognitives ou affectives ou motivationnelles. Ouh là là, ça c'est du grand mot. Merci. Martine Auger, on ne l'a peut-être pas assez fait, mais ça vaut le coup de refaire un petit point là-dessus sur le rôle d'une métropole en matière de santé mentale et de santé publique déjà. C'est circonscrit comment? Et que vous me parliez un tout petit peu du contrat local de santé qui a été signé en avril. Qu'est-ce que ça peut apporter au niveau de la santé mentale et des 24 communes de la métropole? Alors tout d'abord, rappeler, mais je pense que tous les auditeurs aujourd'hui le savent bien, que la santé, c'est une compétence de l'État. Et donc les collectivités ne peuvent intervenir que sur de la prévention, de la promotion, de l'éducation à la santé. Je ne reviens pas sur les déterminants de santé que j'ai expliqués tout à l'heure, mais en fait, les politiques publiques de la métropole, à travers les compétences de la métropole, interviennent sur ces déterminants de santé. Et donc, la métropole, même si elle n'a pas de compétences obligatoires en matière de santé publique, en fait, elle joue un rôle croissant dans la coordination et la structuration
territoriale des politiques locales de santé. Donc à la métropole, nous avons fait le choix de mettre en place une politique publique santé métropolitaine, qui n'est donc pas une compétence, mais une politique publique qui doit innerver l'ensemble des politiques publiques de la métropole, puisque en fait l'objectif c'est bien de réduire les inégalités sociales, territoriales et environnementales en santé sur le territoire métropolitain. Et donc ce rôle-là, ça s'exerce dans les compétences métropolitaines que j'ai rappelées tout à l'heure, mobilité, aménagement du territoire, urbanisme, environnement, politique de la ville, voire longévité aussi, on y reviendra peut-être, qui ont tout un impact sur la santé des habitants. Et dans le cadre de cette politique publique santé métropolitaine, on a souhaité conclure à l'échelle des 24 communes de la métropole un contrat local de santé. Jusqu'à ce jour, jusqu'au 4 avril 2025, il y avait un contrat local de santé qui était le contrat local de santé nantais, mais il n'y avait pas de contrat local de santé à l'échelle métropolitaine. Et je vous rappelle juste aussi ce qui a été dit par les membres du Conseil de développement tout à l'heure et le retour du panel citoyen sur le maillage territorial. Et il nous semblait aussi très important d'avoir en matière de santé une réflexion sur nos politiques publiques, sur l'ensemble de nos territoires et de nos 24 communes. Donc en fait, ce contrat local de santé, en fait, c'est un outil un peu stratégique et opérationnel pour articuler l'ensemble des actions en santé du territoire, les actions en santé qui sont portées et par la métropole et par les communes. C'est aussi l'occasion de décliner les priorités nationales et régionales en santé dans une logique d'adaptation et de proximité par rapport aux réalités sociales qu'on connaît et qui ne sont pas forcément les mêmes dans la centralité nantaise qu'à Saint-Jean-de-Boiseau ou à Mauves, par exemple. De participer donc à la coordination des politiques de santé entre la métropole, les communes, les professionnels de santé, les associations, enfin bref, tous les acteurs de la santé, en ayant cette articulation, l'objectif étant toujours comment est-ce qu'on peut faire pour faire plus de prévention, mieux d'accompagnement, plus de promotion, encore plus d'éducation à la santé. L'objectif final, on a tous compris que le parcours de soins était embolisé. L'objectif, avec toutes ces actions de prévention et de promotion, c'est en fait d'éviter qu'il y ait encore plus de gens qui arrivent à un parcours de soins embolisé et donc que des actions préventives aient pu diminuer le nombre de gens ayant recours aux professionnels de santé. C'est évidemment de favoriser les dynamiques intercommunales parce que le contrat local de santé à l'échelle des 24 communes, c'est pas rien. C'est 24 communes qui se mettent autour de la table, qui se mettent d'accord sur des priorités d'action, des dimensions d'intervention sur les actions de prévention, d'accès aux soins et notamment de santé mentale. Et puis c'est créer un cadre de gouvernance partagé avec les acteurs différents de la santé qui interviennent sur les territoires. Et pour faire un focus sur la santé mentale, en fait, la santé mentale était déjà une priorité de la politique publique santé métropolitaine. Elle est devenue un axe aussi prioritaire dans le cadre du contrat local de santé métropolitain. Merci. On va rentrer un petit peu, alors je ne dis pas que ce n'est pas concret ce qu'on a dit, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais j'aimerais bien entendre un petit peu les associations et les territoires. Vous allez nous présenter en 2 mots votre association et puis nous parler de ce que vous faites, vous, pour l'accompagnement à la parentalité, pour les parents d'enfants de 0 à 6 ans, puisqu'on va rentrer un petit peu plus dans les générations, on va parler des tout petits. Le CPCT est une association dans un réseau national et européen. Il y en a d'ailleurs un à Nantes. Nous sommes inscrits dans les territoires, de partout en France, et nous proposons très concrètement des consultations. Ce sont des consultations individuelles, avec un traitement gratuit par la parole, dans un temps assez limité, et fait par des professionnels, essentiellement psychiatres et psychanalystes aussi, mais psychologues. Voilà, donc, pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, avec une caractéristique, c'est que nous répondons à tous. Nous avons une ligne téléphonique et nous répondons à chacun. Nous ne laissons personne sans réponse. C'est un peu l'enjeu de ces associations-là. Et nous recevons des personnes avec une demande de parole. C'est un constat qui a été fait sur comment dire ce qui se passe, du trouble anxieux, du burn-out ou de toute situation de difficulté rencontrée dans la vie professionnelle et familiale, avec beaucoup de ruptures aussi, des addictions énormément.
Voilà Donc avec tous les âges. Et puis tous les âges. On a envie de zoomer un tout petit peu sur cette antenne qui s'appelle le CLAP, l'enfant qui vient. L'enfant qui vient, justement, l'enfant qui vient parce que nous recevons les parents ou la parentalité et l'enfant qui vient. Et comment vient-il? Il vient avec une demande aussi des parents sur la colère, la violence, je ne veux pas dormir, je ne veux pas aller à l'école, le harcèlement, qui peut commencer très tôt. Et donc les rencontres se font autour de la présence de l'enfant et des mots des parents. Et notre travail, c'est chose de finesse, puisque ça tient sur la parole, bien sûr, vise à, dirais-je, à desserrer ce qui faisait impasse à un moment donné pour que la vie reprenne, la vie familiale. Et vous utilisez les livres pour ça? Alors, on a des actions très précises qui sont concertées en partenariat avec le Centre social de Bordeaux. Et nous recevons là un public très divers, notamment très précaire, avec beaucoup de personnes avec des parcours migratoires complexes, dans des grands isolements sociaux, professionnels également. Et nous travaillons autour de livres. Nous n'arrivons pas en tant que sachants ni experts là, dans ce cadre-là. Au contraire, c'est vraiment sur le travail de parole des parents et aussi des tout-petits qui posent la question « Grandir, c'est pas facile ». Voilà, par exemple. Grande question. Je suis très en colère. J'ai mordu à l'école. Je ne veux plus aller à l'école. Donc, c'est des questions de ce type-là. Et évidemment, nous avons aussi une approche interculturelle puisqu'il y a un public de familles qui viennent en situation de migration. Et nous travaillons aussi sur des apports culturels et des contes qui viennent d'ailleurs. Voilà, en gros. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci vous d'être là. Vous allez nous présenter, puisque là on était sur les parents tout petits. Vous faites un petit peu pas la même chose, mais vous faites des choses en commun, semblables avec les adolescents. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est que la médiation et quels outils vous utilisez? Parce que là on parle des livres et de la parole. Vous avez plein de choses à dire, j'imagine, là-dessus. Oui, déjà pour resituer, moi je travaille à la maison des adolescents. Voilà, comme ça. Je suis un petit peu stressée, donc si ma voix tremble, c'est pour ça. Je travaille à la maison des adolescents et si la médiation parent-ado a vu le jour, c'est parce que mes collègues ont fait le constat que les jeunes viennent parler de leur relation familiale et comment ça les impacte. Quand il y a une dispute entre papa et maman, comment c'est difficile après de se coucher, de dormir, comment c'est difficile de retourner à l'école et que ça a un impact sur leur santé mentale. Et je salue au passage le travail de tous mes collègues de la maison des adolescents. Et la médiation parent-ado, ça s'adresse aux familles qui ont un ado. Pour travailler toutes les questions de communication, d'écoute. Les ados, ils vont pouvoir me dire j'ai l'impression que papa et maman, ils ne me comprennent pas ou ils ne me comprennent plus. Les parents qui peuvent dire moi j'ai l'impression de répéter des choses, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, c'est faux, hein, ça rentre par une oreille, ça sort pas par l'autre. Simplement, ils ne vont pas aller vous le dire. Et donc ces familles-là viennent me voir parce que discuter sans tiers, neutre et impartial, ce que moi je propose dans mon espace, c'est pas facile, pris dans le quotidien, dans les disputes, dans les tensions. Donc ils viennent dans l'espace de médiation pour pouvoir se parler. Et pour ça, j'utilise des outils, parce que c'est pas simple pour les ados de dire à leurs parents ce qui ne va pas, c'est pas forcément simple pour les parents d'écouter sans se sentir impactés. Donc je vais utiliser des cartes émotions, je vais utiliser la frise de vie, parce que revenir discuter de ce qui a pu se passer dans l'histoire de la famille, c'est pas une perte de temps. Expliquez-nous ce que c'est que la frise de vie. Ah oui. J'utilise un peu comme ce qu'on faisait au collège, là, on positionne sur une frise temporelle les dinosaures. Et je propose aux ados et aux parents d'écrire sur des post-it tous les souvenirs, tous les éléments qui ont marqué leur vie de famille et de les positionner sur cette frise temporelle. Les positifs au-dessus, les négatifs en dessous, et de discuter. L'intérêt de cet outil, c'est que déjà, ça abaisse la tension, comme moi, là, qui suis un petit peu stressée. Quand les familles viennent me voir, c'est pas par plaisir, c'est qu'à la maison, c'est pas simple. Donc ça veut dire qu'ils sont pas à l'aise, ils sont pas bien, ils sont stressés, ils sont tendus. Venir parler de leur intimité devant une inconnue, c'est pas simple non plus. Donc on va prendre le temps. Cet outil, il est ludique, ça fait rire, mais ça permet aussi de parler des événements positifs qui ont marqué la famille, de se dire que oui, peut-être qu'on traverse des moments difficiles en ce moment, mais ça n'annule pas pour autant tout ce qui a été positif par le passé. Et prendre le temps de venir rediscuter de ce qui est positif, ça permet peut-être à la prochaine dispute de monter moins haut, moins fort et de prendre le temps de s'écouter. Ça permet aussi de parler de soi, de ce qui est OK, de ce qui n'est pas OK, de ce dont on a besoin pour aller mieux. Et plus on va parler de soi, plus on va donner des clés de compréhension à l'autre sur notre fonctionnement. Donc plusieurs entretiens gratuits. C'est financé par la CAF, donc ça veut dire que c'est accessible à toutes les familles. C'est en moyenne 3-4 entretiens d'1h30 par famille, et je n'impose jamais rien. Donc ça veut dire que si la personne ne se sent pas prête, n'est pas OK, et par la personne j'entends les parents et les ados, il n'y a pas de médiation.
Et ce que vous disiez aussi très rapidement, c'est que c'est un moyen de repérage aussi, de dépistage d'une situation qui peut être plus compliquée que juste une médiation pour... C'est ça. Moi, mon champ de compétence, c'est la communication. Je ne suis pas compétente sur tout. Par contre, je travaille au sein de la Maison des Ados avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, ça veut dire que je suis quand même formée à minima à repérer les points d'inquiétude. Mais je ne les garde pas pour moi, je les travaille avec mes collègues. Donc, ça veut dire psychiatre, pédiatre, éducatrice, animatrice, infirmier. Et ensemble, on va réfléchir à ce qui peut être déposé en médiation avec l'autorisation des familles pour pouvoir ensuite orienter soit en interne, soit vers les partenaires adaptés. Merci beaucoup, Charlotte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les premiers signes de déclin cognitif qu'on peut voir chez les personnes âgées et surtout, puisqu'on est là dans les recherches de solutions ce matin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles petites astuces on peut trouver pour les détecter tôt et les éviter peut-être? Merci. Donc effectivement, le vieillissement normal est caractérisé par un certain ralentissement psychomoteur, difficulté peut-être de concentration, et les maladies neurodégénératives liées à l'âge peuvent être caractérisées par des difficultés cognitives marquantes. Dans ce qui me concerne, par exemple, le trouble de la mémoire dans la maladie d'Alzheimer. Peut-être pour répondre à la deuxième question, j'aimerais peut-être prendre juste peut-être une minute ou moins pour souligner un mot-clé qui est oublié un peu aujourd'hui, c'est la résilience. Lorsqu'on parle de vieillissement, alors certes, on associe le vieillissement à de l'arthrose, à de la douleur, à des difficultés de perception, d'attention, mais on oublie souvent que c'est une trajectoire de vie et c'est une capacité qui est démontrée par la recherche à la clinique à relativiser. Faut pas nier, on le voit un peu dans la clinique, par exemple l'exemple d'une telle dame, 84 ans, qui a de l'arthrose, qui a de la douleur, qui a des difficultés à se concentrer, mais qui a quand même elle bénéficie quand même de la vie de tous les jours. Elle arrive à rire avec ses petits-enfants, elle arrive à leur transmettre des messages, à nouer des liens avec le quotidien. Et c'est cette résilience, j'imagine, qu'on doit vraiment la souligner aujourd'hui, parce que le vieillissement, certes, il y a un peu de troubles cognitifs qu'on peut les réaborder après, mais c'est aussi cette capacité, cette force silencieuse qui nous permet, avec l'âge, avec les pertes, de réguler l'émotion et de garder aussi le positif et de pouvoir se réinventer. Je pense que c'est un peu cette force silencieuse qui permet aussi à la personne âgée de faire face à ces difficultés. Et je pense que c'est quelque chose que la personne âgée peut la transmettre à la jeune génération. Un joli mot, ça, la force silencieuse. Très joli. Et les astuces, alors, comment on évite de décliner au niveau des fonctions cognitives? Alors, pour ralentir dans la mesure du possible, certes, qui dit santé, avant de parler de la santé mentale, on parle vraiment de la santé en général, les interactions sociales, le fait qu'on soit là aujourd'hui, c'est une stimulation cérébrale en soi, le sommeil, la qualité de vie, où est-ce qu'on habite, ça joue un rôle, l'environnement, la nourriture, plein d'astuces. Donc la santé mentale, le sport, l'exercice, ça joue un grand rôle. Et ensuite, tout ce qui concerne l'aspect un peu cognitif, comme je disais tout à l'heure, lutter dans la mesure du possible de l'isolement, essayer de nouer des liens avec la nouvelle génération peut-être, avec la jeunesse, et dans la mesure du possible, quelques exercices cognitifs qu'on peut un peu les préconiser dans le quotidien clinique. Ouais, des facteurs protecteurs, on en a parlé un petit peu avec vous tout à l'heure, on va peut-être en avoir d'autres qui vont surgir. C'est bon pour vous? Oui. Vous avez plein de choses à raconter et vous serez sur un atelier cet après-midi, le numéro 1, je crois, l'atelier. Oui, le premier, je crois. Voilà. De l'association Solipsy, vous allez nous la présenter rapidement. Et surtout, ce que j'aimerais aborder avec vous, ce qu'on aimerait entendre aujourd'hui, c'est ces disparités aussi géographiques. Comment on fait pour toucher des cibles qui sont rurales et une cible en particulier qui sont les agriculteurs. Je vous laisse la parole. Merci pour l'invitation. Oui, effectivement, l'association Solipsy, c'est une association qui existe à Nantes depuis longtemps, plus de 40 ans, qui propose des accueils, des accompagnements, de la sensibilisation autour des questions de santé psychique, quelles que soient les problématiques de santé psychique, avec des accompagnements individuels par des psychologues, avec des ateliers, de la médiation et, comme je disais, de la sensibilisation. Parmi la sensibilisation, on a de la formation autour du repérage de la souffrance psychique, autour du repérage du risque suicidaire, qui est une autre de nos spécialités, nos expertises à Solipsy. Et parmi ces interventions, on intervient dans le monde rural, dans le monde agricole, avec la Mutualité sociale agricole 4485, pour proposer des actions de formation dans le monde rural pour les professionnels qui accompagnent les agriculteurs. Donc vous n'êtes pas en direct avec les agriculteurs, vous êtes auprès de ceux qui côtoient au
quotidien les agriculteurs qui ne sont pas forcément des grands bavards, qui peuvent être, c'est peut-être une généralité, mais qui peuvent être des taiseux. Et donc détecter ces personnes en mal-être, il y a des chiffres sur je ne l'ai pas là, mais sur le nombre de suicides des agriculteurs, c'est assez énorme. Je ne sais pas si vous l'avez, vous. Non, bon, quelqu'un l'a peut-être. Plusieurs par semaine, Ouais. et c'est déjà un vrai drame. Oui, pourquoi on travaille avec les professionnels qui accompagnent le monde agricole? Parce que c'est une manière d'ouvrir la parole. Vous parliez de personnes taiseuses, ça change. Ça se modifie, ça se transforme. On arrive maintenant à aller dans certaines assemblées générales du monde agricole pour parler de la question de la santé mentale, de la santé psychique, et on l'évoquait tout à l'heure dans la table ronde. Les choses sont en train de changer. L'objectif, c'est de faire en sorte de lever le tabou, justement pour permettre de pouvoir retisser du lien. C'était un peu l'objet de l'intervention, retisser du lien et surtout activer ce que l'intervenant précédent évoquait, réactiver les facteurs de protection autour du lien social, parce qu'on sait que parmi les facteurs de protection les plus puissants face à l'aggravation ou à l'émergence de mal-être, le lien social en est un extrêmement fort. Le lien social, ça veut dire pouvoir parler à des gens, pouvoir rencontrer des personnes, pouvoir être valorisé, pouvoir être reconnu, pouvoir exister pour quelqu'un. Tous ces éléments-là sont extrêmement forts, et parmi les formations qu'on va faire, c'est à la fois pouvoir repérer, mais aussi comment est-ce que je peux construire, fabriquer du lien pour permettre à la personne de se sentir mieux dans la souffrance qui est la sienne. Et c'est l'aller vers, hein, cette expression qui est un peu généraliste, aller vers les territoires qui sont en difficulté, aller vers les personnes isolées, et puis aller vers d'autres cibles aussi. Merci à vous, Guillaume Baudon. J'appelle Anna-Sophia Leclerc, pardon. Vous êtes psychologue. Alors, vous avez dit psychologue et référente RPS, donc risques psychosociaux, au SSTRN, donc c'est le service de santé au travail de la région nantaise. Ouais. Et justement, sur le tabou de la santé mentale des dirigeants, on n'en parlait pas. Là, on en parle beaucoup. Une table ronde la semaine dernière, une table ronde la semaine prochaine à la Chambre des métiers sur ce sujet spécifique. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle plus? Et comment les dirigeants gèrent cette nouveauté? Enfin, nouveauté, c'est pas une nouveauté. Vous avez... Ouais. Bonjour. Oui, on en parle plus aujourd'hui. Effectivement, depuis l'effet du confinement, les dirigeants ont pris conscience que du jour au lendemain, le monde économique pouvait s'arrêter, indépendamment de leurs responsabilités, de leurs compétences. Et pendant la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19, ils ont fait preuve de courage, de résilience. On a parlé tout à l'heure de la résilience. Et puis, c'est vrai qu'ils ont été les grands oubliés aussi de la santé, prévention au travail. Là, en 2021, par exemple, il y a un renforcement de la prévention santé au travail pour les salariés indépendants. Mais pour les dirigeants en tant que tels, il n'y a rien de spécifique. Ouais, alors qu'on leur oblige, eux, à assurer la sécurité et la santé de leurs salariés. Donc, c'est quand même un comble. Donc, voilà. Donc, on en a pris conscience et ça reste toujours tabou, mais la parole se libère de plus en plus. Qu'est-ce qui stresse? C'est quoi les principaux stresseurs pour les dirigeants? Déjà, il y a le mythe du super-héros. Donc, c'est vrai que le dirigeant avoue peu une fragilité, enfin, qu'il n'est pas en bonne santé parce que c'est signe de fragilité. Faiblesse. Voilà. Donc, les principales sources de stress chez le dirigeant, je dirais que c'est leur rapport au temps. Beaucoup de dirigeants travaillent quand même plus de 60 heures par semaine. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le nombre de sommeil, il n'y a pas de frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Il y a la charge de travail, ils sont sollicités en permanence. Pour les toutes petites entreprises et les petites moyennes entreprises, souvent ce sont des couteaux suisses. Donc ils sont dirigeants, mais peut-être parfois des plombiers. Enfin voilà. Donc ils sont multicasquettes. Tout ça, c'est une charge mentale. Et donc je ne sais plus si dans votre question il y avait déjà les conséquences. Allez-y, donnez-nous les conséquences. Ouais, de tout ça, vous voyez, il y a des signes là, vraiment forts et puis faibles. Alors, ça génère du stress chronique. Notre corps, il n'est pas adapté pour du stress chronique. Donc, c'est de la fatigue. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis fatiguée, je deviens irritable. Donc, des troubles de l'humeur. Je perds la mémoire. Je suis moins concentrée. Je suis moins performante. Et la combinaison de... Et puis, alors, je peux avoir mal au dos, les trapèzes, vous voyez, tous ces maux physiques. Et l'accumulation de tous ces signes peuvent aussi entraîner le dirigeant
Au burn-out. Ouais, quand même. 22,5% des dirigeants peuvent être, sont concernés par l'épuisement professionnel, donc c'est pas rien. C'est un vrai sujet. Et c'est vrai, on parlait aussi du suicide. Chez les agriculteurs, on n'avait pas le chiffre. Il y a Olivier Thorez aussi, qui est un chercheur sur la santé des dirigeants. Et lui, il parle de 2 suicides par jour. Alors, je ne voudrais pas terminer sur cette note négative. Non, on a fini que sur de l'espoir. Une dernière question rapidement. Comment on fait pour préserver sa santé mentale quand on a un poste à haute responsabilité ? Alors, c'est les mêmes ingrédients que vous avez évoqués tout à l'heure. Vraiment, les 3 principaux ingrédients, si je dois en retenir 3, c'est savoir faire des pauses, se reposer si on n'a pas une qualité de sommeil, parce que c'est pas facile de dire, allez, il faut que je dorme bien. Donc, quand même, se reposer, adopter une alimentation saine et équilibrée, et puis pratiquer une activité physique. On n'est pas obligé d'être sportif, mais au moins une activité physique à raison de 30 minutes minimum par jour, ce serait l'idéal. Puis une activité sportive, de manière ponctuelle, ça c'est vraiment les principaux ingrédients. Et puis peut-être tout simplement en parler, la parole. Ouais, surtout ne restez pas isolés. Il faut s'entourer de personnes positives. Et puis surtout, il ne faut pas attendre d'aller mal pour aller mieux. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir sur ce qu'on a entendu, sur une des interventions, quelque chose qui fait écho avec ce que vous vivez, ce que vous entendez, ce que vous voyez ? Allez-y, je vous en prie. Sinon, on passe. Allez-y. Oui, je trouve ça intéressant d'avoir ces différentes interventions avec des gens qui exercent dans différents milieux, différentes professions. Ça montre toute la richesse qu'il peut y avoir autour de la santé mentale. Et il n'y a pas uniquement les soignants, les psychiatres, les psychologues qui ont cette tâche d'améliorer la santé mentale des gens. En fait, il y a tout un maillage et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir cette diversité. J'imagine que ça résonne en vous sur le côté agir en amont. Quand on parle du tout petit, l'enfant, l'ado, tous les âges, toutes les professions, c'est quelque chose qui est important dans ce que vous côtoyez au quotidien, le dépistage tôt. Effectivement, et donc agir en amont, c'est-à-dire prévenir le développement de la maladie mentale. Et donc ça passe par une multitude d'actions qu'on a déjà évoquées, construire un environnement favorable à la santé, par les politiques d'urbanisme, de logement, c'est promouvoir des comportements favorables à la santé, l'hygiène de sommeil, une alimentation saine, l'activité physique, favoriser le lien social par les politiques de cohésion sociale, et puis un enjeu qui, moi, me paraît essentiel et qui a vraiment un sens au niveau de la pratique clinique, c'est celui de la protection de l'enfance. Donc comment est-ce qu'on peut... On sait que l'adversité, les violences, les situations de négligence dans l'enfance, tout ça, ça fait le lit de la maladie mentale à l'âge adulte ou à l'adolescence. Et ça, c'est quelque chose que dans la pratique clinique, on rencontre de manière quasiment systématique. En fait, quand on revient sur l'histoire de vie des gens, on retrouve ces éléments qui viennent les fragiliser. Et le secteur de la protection de l'enfance est en grande difficulté aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faudrait renforcer les mesures de soutien à la parentalité. Il y a un intervenant qui en a parlé, donc c'est vraiment très bien. Renforcer les services de protection de l'enfance, réduire les traitements de la justice quand il y a besoin d'une ordonnance de placement, quand les enfants sont en situation de danger dans leur famille. Donc pour moi, c'est vraiment un des enjeux essentiels sur lequel je voulais insister aujourd'hui. Merci à vous. Alors, on arrive au bout, mais j'ai envie d'une dernière question. Sauf si vous avez une grosse frustration sur le fait de ne pas avoir pu vous exprimer sur ce qui vient d'être dit et tout. J'ai une question, j'aimerais que vous répondiez chacun en une phrase. Comment vous prenez soin, vous, en tant que professionnel de la santé mentale, de votre propre santé mentale, et vous, en tant qu'élu, poste à haute responsabilité, même question. Qui veut commencer ? Anne Congar. Alors, moi, je suis spécialiste de la régulation des émotions. Donc, c'est utiliser... Pas de stress avant de monter sur scène. Non, je ne sais pas, mais c'est utiliser des stratégies fonctionnelles de régulation des émotions. Et donc, une des stratégies qui fonctionne bien, c'est réévaluer les situations pour les rendre un petit peu moins difficiles. Encore faut-il accepter l'inacceptable. Ça, c'est une autre chose. Mais en tout cas, c'est l'idée d'avoir une émodiversité. L'émodiversité, ça veut dire que j'essaie d'équilibrer dans une journée le nombre d'émotions négatives et positives que je peux avoir. Les 3 kiffs par jour, c'était ça à une époque.
Pas spécialement, mais voilà. Donc, équilibrer les diversités. Chala Charon. Non, mais moi, je ne suis pas un très bon élève. Enfin, moi, je suis comme la population générale, c'est-à-dire qu'en tant que soignant, on est aussi vulnérable. Et ce n'est pas parce qu'on est psychiatre qu'on est protégé, parce qu'on a des trucs. Donc, non, je serais plutôt un mauvais élève de ce point de vue-là. De vous appliquer à vous-même les conseils que vous donnez aux autres. Je suis en capacité de donner de bons conseils à mes patients, mais pas de les appliquer. Voilà. Merci pour cette honnêteté. Martine Auger. En fait, c'est un peu à l'instinct en fait, qu'on prend soin de soi, je trouve. Et en tant qu'élu, il y a une nécessité de prendre du recul à un moment donné, puis de faire des pauses, de s'accorder des temps à soi, où on se vide la tête par rapport aux préoccupations quotidiennes. Mais ça, c'est pas propre à l'élu, je pense que c'est propre à tout à chacun. Et après, c'est un peu instinctif quand on se sent un peu en danger, en surchauffe, ou parce qu'on n'a pas su réguler les mots diversité de la journée. Voilà, à un moment donné, c'est peut-être de couper pendant un petit moment et puis revenir en ayant rechargé les batteries. Merci à vous. On aurait voulu un petit temps d'échange de questions-réponses. On n'a pas le temps, on est désolé. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu votre retour, les ressentis sur ce que vous avez entendu aujourd'hui? Et puis, ce qui nous intéresse, c'est comment vous travaillez, vous, quelle différence vous voyez entre ce qui se passe au CODEF de Nantes et au CODEF de Bordeaux? D'accord, merci beaucoup. D'abord, je veux remercier le CODEF de Nantes pour les échanges chaleureux au cours de l'année et l'accueil d'hier soir. On s'est sentis vraiment ensemble. J'avais lu votre petit livret, mais j'ai redécouvert le travail ce matin. 3-4 mots: efficacité, originalité et innovation. Et grâce à ça, vous avez su capter l'attention de Nantes Métropole. Mais j'ai cru comprendre que Nantes Métropole, depuis longtemps, est très attentive à toutes les problématiques de santé des femmes, de santé mentale, etc. Voilà. Et sur vos moyens de fonctionner Alors, nos moyens de fonctionner entre CODEV et Bordeaux Métropole ont été mis sur le papier en 2021 par un groupe de membres du C2D, puisque nous nous appelons C2D, et notre élue référente, la vice-présidente au dialogue citoyen, Céline Papin. Il précise des modalités de consultation et d'intervention entre le C2D et les services et les élus de Bordeaux Métropole. Alors nous avons été saisie dès le printemps 2024 par Christine Bost sur ce sujet. Elle y tenait absolument. Moi, très sincèrement, je trouvais que c'était très vaste. Et puis, j'avais peur, justement, qu'on parle trop du système de santé. Voilà. Mais, nous nous sommes lancés en collaboration aussi avec le CLS et le CLSM, je développe contrat local de santé et contrat local de santé mentale, avec qui nous avons échangé au fur et à mesure. Et voilà. Donc ça, c'est la façon de travailler. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Comment nous avons travaillé ou à quoi nous avons abouti? Partie déjeuner. Nous avons travaillé dès la rentrée par une enquête avec des données chiffrées, puis nous sommes allés à la rencontre des structures comme le CPCT, le Gyrophare, une association LGBT, le Secours Pop, le Clubhouse. Enfin, nous avons rencontré plein de structures. Nous avons organisé, comme ça nous était demandé, 2 débats métropolitains, un sur les urgences, l'état des lieux, un autre avec un film sur les aidants, comment aider les aidants, parce que ça c'est une notion qui est apparue au cours de nos réunions. Et tout un tas de contributions écrites et orales ont été récoltées. Et puis un rendu. Voilà, je ne vais pas vous faire les mêmes constats que tout ce qui a été évoqué. Vous êtes en train de le rendre, vous l'avez rendu au juin, c'était la deadline. Il est pratiquement finalisé, il n'est pas tout à fait rendu. Je pense qu'il faut creuser certaines choses. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que Bordeaux Métropole soit une Madame Plus d'infos, plus de sensibilisation, aider le plus jeune âge, plus d'accès au PSSM. Il y en a qui suivent, premier secours en santé mentale, plus d'inclusion, parce qu'une fois la maladie aiguë passée, le retour
dans la vie, dans la vraie vie, eh ben, il faut lutter contre l'isolement, il faut pouvoir se loger, pouvoir retravailler. Et ça, les métropoles peuvent agir. Et ce qui nous tient à cœur, c'est l'amélioration des aménagements de l'espace public, l'ouverture de lieux de culture, de lieux de rencontre non stigmatisés, s'il vous plaît, non stigmatisés. Pour ce faire, organiser la participation des personnes concernées, des personnes sensibles, avec les acteurs publics, les chercheurs et les élus, pour justement améliorer nos conditions de vie. Et ne pas oublier que c'est l'humain qui est au centre de nos préoccupations. Marie-Noëlle, quel mot de la fin tu voudrais dire, clôture au nom du CODEV? Je suis chargée de remercier tout le monde pour cette matinée qui a été particulièrement intéressante, je trouve riche. Moi, j'ai appris plein de choses. Donc, merci pour votre patience. Merci pour tous les intervenants, pour la qualité des interventions. Qui nous ont vraiment... Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai appris plein de choses. Alors, je remercie également Madame la Présidente de la Nantes Métropole pour sa réponse, qui a été assez éclairante quand même. Et finalement, mon ressenti, c'est que la démocratie participative, c'est quand même assez efficace. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées et je trouve que ça, c'est positif. Donc, j'espère que ça va continuer. Voilà. Je remercie également les participants qui sont déplacés de Bordeaux, malgré le Hellfest et les problèmes de train, il faut quand même le dire, parce que les trains étaient un peu complets, paraît-il. Donc, on a fait pas mal de chemin avec eux pendant notre saisine et ça a été très positif. Donc voilà, je pense qu'à travers la table ronde, on a semé des tas d'idées intéressantes autour de la santé mentale et j'espère qu'il y aura une suite. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Merci Marie-Noëlle. On vous a présenté les 3 artefacts qui est le produit du Conseil de développement sur le sujet de la santé mentale. Chacun de ces artefacts, là ça a été une grande plénière, une assez longue plénière, très riche, dense. Et vous avez peut-être envie de participer, peut-être envie d'échanger, d'en discuter. Et ces ateliers cet après-midi sont faits pour ça. Ce sont des ateliers en intelligence collective, facilités avec des experts, avec des facilitateurs et avec des membres du Conseil de développement. Et donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, ça sera possible. Il y a un chevalet qui sera dans le hall et qui permettra de vous inscrire. Chacun de ces ateliers permettra d'aller creuser un peu plus un des artefacts. Enfin, en tout cas, ça sera le point d'entrée et ça sera détaillé et ouvert et élargi. Vous pouvez voir s'afficher le magnifique travail de Lionel qui a capté un nombre d'intervenants record qui est passé sur cette scène depuis ce matin. Je ne sais pas comment il a fait, bravo à toi Lionel, je pense qu'on peut l'applaudir. Et vous voyez, il y a une synthèse graphique qui est faite, on fait beaucoup ça au Conseil de développement, une synthèse graphique qui est faite de cette matinée, de ce qui a été présenté. Elle va rester affichée peut-être un petit moment ? Elle va être, merci, elle va être affichée dans le hall tout le temps du déjeuner.